Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, le Cameroun y est de plein pied depuis mercredi dernier à Douala. Le ministre Achille Basilikine s'est rendu dans la capitale économique à l'effet de procéder au lancement de cette journée à laquelle le Cameroun prend part depuis 3 ans. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la rétrospective de l'information sur Canal 2 International. Et pour cette édition, nous avons le bonheur de recevoir Joseph Tiana. Il est le secrétaire général du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Joseph Tiana, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de la Rétro. Merci. Bienvenue à Douala. Vous êtes à la suite du ministre depuis mercredi dernier. Pourquoi Douala particulièrement? Douala parce que c'est le centre des affaires au Cameroun. Nous avons voulu que cette édition soit lancée à Douala pour la simple raison que c'est le pôle économique par excellence. Et ça fait 3 ans justement que le Cameroun prend part à cette journée mondiale de l'entrepreneuriat qui contribue à stimuler et à célébrer les entrepreneurs du monde. Depuis 3 ans, avez-vous des retombées de cette participation du Cameroun à cette semaine? Des retombées, oui. Disons simplement que le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer l'entrepreneur, pour célébrer la culture d'entreprise, pour célébrer le culte de l'effort en matière de création des richesses. Et nous avons simplement voulu adjoindre cette activité parmi un grand nombre d'autres activités que le ministère mène depuis sa création en 2004. Donc pour nous, c'est une opportunité de déployer un certain nombre d'activités, un certain nombre de programmes, de contenus que nous mettons à la disposition des créateurs de richesses que sont des entrepreneurs. On parle de plus en plus d'entrepreneurs, c'est devenu un mot à la mode, on va le dire ainsi. L'entrepreneur, c'est qui concrètement? L'entrepreneur, c'est celui qui crée de la valeur. C'est celui qui apporte quelque chose de neuf et qui est doté d'un certain nombre de caractéristiques, parmi lesquelles avoir le courage, avoir une vision, avoir la résilience et avoir les capacités à tomber et à se relever, et surtout faire preuve d'une grande capacité d'innovation. Absolument. C'est ça l'esprit d'entreprise, et c'est ça qui caractérise l'entrepreneur, qui est différent des gestionnaires des richesses, comme nous les appelons. Ce sont des créateurs de richesses. Vous avez insisté sur le mot innovation, d'où la floraison des startups au Cameroun. Effectivement. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en train de basculer vers la promotion de l'entrepreneur comme levier essentiel de la croissance économique. On est passé des époques industrielles avec l'industrie lourde qu'on a connue pour passer aujourd'hui à une industrie plus intelligente. Plus intelligente. Voilà. Ok, merci beaucoup. Vous avez planté le décor de cette émission et comme nous avons l'habitude de le dire, ce sont les faits de proximité, human interest, qui est généralement mis en avant à l'entame de cette émission. Et nous allons nous rendre dans la ville lumière à Edea où on a enregistré un viol sur mineur, un cas de trop, un cas de plus. Nous vous proposons de regarder cet élément dans ce reportage que signe Yasser Trésor Tanot. La petite Dorette, 9 ans, est la victime d'après les sources. Elle aurait été violée le 4 novembre par un homme âgé de 44 ans. La scène se passe dans l'arrondissement de la Dibamba, département de la Sanaga-Maritime, en date du 4 novembre. Je quittais pas au courage. Elle fait 1 heure de temps au courage sans rentrer. Je demande à sa petite soeur, parce qu'elle est partie prison avec sa petite soeur. Sa petite soeur rentre avant qu'elle. Je demande à sa petite soeur, ta soeur est où? Elle me répond qu'elle quittait pas sur la rue. Vers 19h, je lui donne les paras. Quand elle boit les paras, elle part, elle se couche. Même manger la nourriture du soir, elle a refusé de manger le jour là. Elle est partie, elle s'est couchée. Je reviens vers 23h pour regarder si la température de l'enfant a baissé. Je constate toujours que la température n'a pas baissé, mais je constate que son collant est mouillé. Moi, la curiosité m'a pris pour regarder ce qui se passe avec l'enfant. J'ai demandé à l'enfant de se coucher. J'ai regardé ses fesses. J'ai constaté que non, les fesses de l'enfant sont complètement bousillées. Conduite dans un centre de santé de la place, la victime est référée de suite à l'hôpital régional annexe d'Edea, où elle est reçue le mercredi 6 novembre. Le docteur qui nous a reçus
nous a affirmé que l'enfant s'y a été violé. Il nous a demandé si on veut faire un certificat médical. J'ai dit oui. Oui, quand la jeune fille est arrivée, après lecture du dossier médical, cet enfant a été pris en charge, mais nous attendions l'avis du spécialiste. Ici, le rapport médical reçu hier du gynécologue. Il ne s'agit nullement d'un viol sur cet enfant, mais par contre d'une pathologie urologique qui attaque la jeune fille africaine. Cette pathologie non connue, dont le traitement est chirurgical. Mais après examen du médecin gynécologue, il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un cas de viol. La jeune fille présente une pathologie urologique de la jeune fille africaine. Donc il ne s'agit pas de viol après examen gynécologique. Pour les parents de Dorette et le représentant de l'ONG Non à la violence, qui s'occupe du cas, les responsables de cette institution sanitaire n'ont pas pris en charge la fillette normalement. D'où leur sortie contre avis médical, hier mardi 8 novembre pour Douala. Quand on amène l'enfant maintenant, depuis mercredi que nous sommes ici, c'est aujourd'hui que le gynécologue voit l'enfant. Le gynécologue ne nous dit rien de bon, il dit que juste c'est une infection, que l'enfant a eu, que son sexe est ressorti et qu'elle saigne comme ça. Ok, merci. Et le gynécologue a proposé le traitement adéquat à la famille et qui sont en attente d'être pris en charge. Mais apparemment la famille est sortie contre avis médical. Je ne saurais expliquer pourquoi. Pour l'heure, les parents sont inquiets de la santé de Dorette. Quant au diagnostic ici à l'hôpital régional annexe d'EDA, le conseiller médical va le remettre à la gendarmerie pour besoin d'enquête. Le prétendu violeur est dans les geôles de la cellule de Logbadjek depuis 4 jours. Son identité ne nous a pas été communiquée par la gendarmerie. Une histoire à suivre. Une histoire véritablement à suivre parce que c'est un phénomène de plus en plus récurrent dans nos différentes cités. En Banga, on a enregistré un cas de sodomie d'enfants de 4 ans par un quadragénaire, et dans la cité balnéaire, donc dans la cité Lumière, ville d'Edea justement, il y a 2 semaines, une fille de 15 ans a été violée puis assassinée, dont le corps a été jeté sur la chaussée. Les bourreaux ont été rattrapés. Je reviens à vous, Joseph Tiana, justement. C'est un phénomène qu'on vit de plus en plus dans nos familles. Et vous êtes parents, j'imagine. Effectivement. Quelle peut être, à votre avis, la cause, ou alors quelles peuvent être les causes de ce phénomène? Le profil psychologique du violeur, les parents parfois qui choisissent de taire. Bon, vous savez, nous sommes là en face d'un problème social. Et quand on a un problème social, ça a beaucoup de causes, beaucoup d'implications. La principale cause est liée certainement à l'éducation, qui n'a pas été telle que l'on aurait souhaité, que ce soit surtout de la part de ces auteurs. Mais l'autre cause aussi, c'est un phénomène courant de dépravation totale des mœurs, pour lesquelles des dispositions ont été prises par des départements ministériels comme celui de la jeunesse, dont il y a un grand pan d'action sur la sensibilisation des jeunes pour qu'ils aient des comportements citoyens. Absolument. Maintenant, c'est aussi peut-être lié à l'oisiveté. Et là, je fais un lien avec le département ministériel qui est celui dans lequel je travaille. C'est-à-dire que parfois, l'oisiveté fait en sorte que les gens se livrent à des actes répréhensible. L'oisiveté, mère de tous les vices. D'où la nécessité pour nous de pouvoir encadrer l'ensemble de ces populations à s'occuper autrement, notamment en créant des entreprises. Parce que lorsque vous êtes un entrepreneur, vous n'avez pas de temps même pour vous-même. Absolument. Donc ça veut dire que non seulement il n'aura plus de temps pour ce genre de choses, mais il aura à participer à la création des richesses de son pays en créant des entreprises, en créant des emplois et à contribuer plus positivement au développement du pays et non plus à faire l'objet des faits divers. Très bien. Nous entrons dans le vif du sujet à partir des réponses que vous donnez justement à cette préoccupation, l'oisiveté qui pousse ou qui pousserait certains citoyens à commettre des vices sur des mineurs.
Nous avons parlé cette semaine de l'entrepreneuriat et on va davantage s'intéresser à l'entrepreneuriat jeune. Le Cameroun a 25 millions d'habitants, on estime, puisqu'on attend toujours un recensement, avec une population urbaine de 53,8%, population de moins de 25 ans, 62%, donc une population véritablement jeune. Et quand on parle d'entrepreneuriat, on voit très rapidement cette tranche d'âge-là. Et à l'occasion de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous avons émis des sujets de reportage. Nous avons formulé des angles pour toucher du doigt la réalité de ce qu'on appelle le chômage, le travail, l'informel. Et derrière, nous parlerons de l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'économie camerounaise dans cette série de reportages. Ces petits commerces qui occupent temporairement la voie publique et ceux du même genre, générateurs de revenus, sont classés dans le registre de l'informel. Rien d'organisé de manière officielle. Sur le plan économique, c'est la masse des acteurs économiques qui ne sont pas facilement identifiables. Ce qui nous plonge dans le domaine juridique, ce serait ainsi des professionnels des secteurs qui n'ont pas sur le plan juridique la qualité de commerçants ou la qualité d'acteurs professionnels. Et sur le plan fiscal, le secteur informel représente la somme des acteurs économiques mais qui ne sont pas dans le fichier des impôts. Ce secteur constitue près de 90% du tissu économique camerounais et a des incidences sur le taux de croissance qui peine à atteindre 2 chiffres. Beaucoup d'acteurs du secteur informel sont qualifiés de très petites entreprises ou de petites entreprises. Ce qui veut dire que ce secteur informel s'adosse sur les moyennes et les grandes entreprises qui, eux, par contre, sont fiscalisés et contribuent aux recettes de l'État. Bon, si jamais il arrive que ce secteur informel, qui est quand même la masse, est maîtrisé, son impact sera d'autant plus remarquable que l'État verra son assiette fiscale s'élargir et par ricochet, ses recettes fiscales accroître. Au-delà de la réduction des délais pour créer une entreprise dans les règles de l'art, il y a l'accès au financement qui représente un frein. Il faut que la maman qui peut acheter 2 sacs d'oranges au marché central pour aller les vendre au marché de Ndokoti, au marché de Dakar et qui va faire des économies, qu'elle ait la possibilité de pouvoir ouvrir son micro-compte dans une microfinance et de bénéficier d'un accompagnement financier au-delà de ce qui est fait actuellement. Le secteur informel au Cameroun contribue à plus de 50% du PIB, selon l'Organisation internationale du travail. La flambée des prix des produits à l'importation et du fret maritime préoccupe sérieusement le groupement interpatronal du Cameroun. Après une concertation mardi à Douala avec les responsables des entreprises de divers secteurs d'activité, Célestin Tawamba dénonce un enrichissement exponentiel des coûts d'approvisionnement alimentés essentiellement par des facteurs externes tels que la hausse généralisée des coûts mondiaux des matières premières et l'explosion du fret maritime avec des augmentations variant de 20 à 400% subies par des entreprises depuis le début de l'année. Cette dérive inflationniste, telle que mentionnée par le président du groupement interpatronal du Cameroun, constitue de graves menaces sur la survie des entreprises et leur rentabilité sur le terrain. Les signaux étant au rouge, les concertations observées à plusieurs niveaux au JICAM ont malheureusement accouché d'une souris, malgré toutes les propositions de pistes d'ajustement à court et à moyen terme remises aux autorités par le JICAM. Jusqu'ici, les entreprises déplorent l'absence des mesures adéquates et l'inefficacité de certaines propositions dans certains secteurs d'activité. D'ici le 1er janvier 2022, si rien n'est fait, l'on assistera à l'arrêt des activités d'importation et de production des entreprises, avec conséquences immédiates, la crise alimentaire et les conséquences sociales inévitables dans notre pays. C'est une réalisation d'un ingénieur camerounais d'à peine 23 ans. Il a fait ses études à Douala et compte accompagner l'armée au front à travers ce drone. Il s'agit d'un drone militaire qui est utilisé pour le combat à distance
contre l'ennemi, notamment contre le terrorisme. Ce drone nous permet de préserver des vies parce qu'il est doté d'un panneau solaire qui permet d'avoir une autonomie sur le champ de bataille pendant plus d'un mois. Il fait partie de la dizaine de start-upers et PME qui exposent au JICAM ce mercredi. Le ministre Achille Basselikim III des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat y fait le déplacement pour lancer la 3e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, avec pour thème « Capitalisation des opportunités entrepreneuriales en temps de crise ». L'objectif, c'est véritablement de rassurer déjà non seulement les entrepreneurs, parce que les pouvoirs publics, en fait, sont leurs partenaires, que nous travaillons en synergie, que nous sommes vraiment soucieux de voir que l'activité entrepreneuriale se développe, se consolide, connaît une expansion dans notre pays. L'accès au financement reste épineux pour des créateurs de richesses. Ils s'en plaignent à s'étrangler devant le ministre. Ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu en profitent pour coacher les débutants. Rien ne se fait en un jour et rien ne se fait forcément comme on a pensé. Donc la patience, la résilience, parce que le chemin est semé d'embûches. Pour gagner de l'argent, il faut travailler pour une vision. Le président du JICAM, Célestin Tawamba, appelle les décideurs à changer de paradigme fiscal, celle qui cible le chiffre d'affaires et non les résultats. Joseph Tiana, le Cameroun totalise un taux d'alphabétisation de 71%. C'est remarquable dans la sous-région Afrique centrale et même hors du continent africain. Des Camerounais formés qui recherchent des idées d'entreprendre, qui veulent investir dans leur pays. Quelles sont les niches disponibles, porteurs de richesses actuellement au Cameroun? Les niches ont déjà été identifiées dans le cadre de la stratégie de développement de notre pays, notamment la SND 30, c'est-à-dire la stratégie nationale de développement 2020-2030, qui, au-delà des niches, a fixé un certain nombre de secteurs prioritaires, qui sont les secteurs dans lesquels non seulement on crée beaucoup de valeur, mais aussi les secteurs pour lesquels le gouvernement doit consentir un certain nombre de moyens. Ces secteurs sont connus, c'est le textile, l'industrie bois, l'agro-industrie et surtout dans la transformation agroalimentaire. Ça, c'est les principaux secteurs dans lesquels aujourd'hui on sait que si un jeune s'y lance ou si c'est un senior qui a pris sa retraite et qui décide de changer d'activité, se lance pour créer son entreprise, il y a non seulement de fortes chances que cette entreprise prospère, mais il y a aussi tout un dispositif institutionnel, juridique et financier d'accompagnement de ce secteur qui fait penser que c'est des secteurs et des niches, comme vous les appelez, dans lesquels tout investissement est rentable. Je vais reprendre le propos du président du JICAM, le président Tawamba, du groupement interpatronal du Cameroun, qui justement évoquait la question du financement et le présentait ou la présentait comme incantatoire. On parle de financement des PME au Cameroun, mais les PME continuent quand même de se plaindre de l'accès au financement. Vous direz peut-être que la BCPME, voilà, la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, a été mise sur pied, mais finalement, de façon empirique, on a l'impression qu'elle a les mêmes exigences que les banques classiques, qui demandent des taux de remboursement élevés, de l'ordre de 10 à 11% des courts termes. Pourtant, ce sont des PME, des petites entreprises qui sont encore en train de décoller. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a changé en créant la BCPME? Bon, avant d'arriver au problème de la BCPME, il y a ce problème de financement qui est devenu, j'allais dire, le refrain préféré de la plupart des chefs d'entreprise. Mais la vérité, c'est que le problème de financement dans une entreprise figure au mieux au 4e niveau des besoins réels d'une entreprise. Au mieux. Parce que lorsque vous débarquez dans une entreprise, vous leur posez la question à un entrepreneur, il vous dit j'ai un problème de financement. Parfois, c'est un problème de gestion des ressources humaines.
Parfois, c'est un problème de gestion des stocks. Parfois, c'est un problème de gestion de sa trésorerie. Lorsque vous avez un entrepreneur qui confond le chiffre d'affaires et le bénéfice, il va vous dire qu'il a un problème de financement parce qu'il aura toujours un problème de trésorerie. Pourquoi? Parce que l'entreprise est une entité. C'est un corps, comme un corps humain. Et lorsque nous avons, dans le cadre de l'accompagnement des PME, signé avec l'Université du Québec de Trois-Rivières une convention pour la mise sur pied au Cameroun d'un outil diagnostic, ça a fait des révélations extraordinaires. L'outil diagnostic des PME, c'est un scanner. Comme pour les êtres humains, quand on vous passe dedans, ça va détecter tout ce qui ne va pas dans votre organisme. La même chose pour les PME. Lorsqu'une PME rentre là-dedans, ça va décliner l'ensemble de ces problèmes. Et on se rend compte que très souvent, le problème fondamental, c'est l'organisation. C'est même l'esprit qui est derrière le promoteur. Est-ce que le promoteur est un gestionnaire des richesses ou le promoteur est un entrepreneur? Voilà la première problématique. Quelles sont, selon vous, la cryptologie qui puisse impacter, c'est-à-dire produire la richesse, atteindre les objectifs? Parce qu'au départ, quand on crée une entreprise, on voudrait la voir grandir, on voudrait voir son personnel épanoui, on voudrait voir cette entreprise qui subsiste au fil des années. Quels sont les critères, même psychologiques? Ça, c'est le départ d'un individu qui veut s'engager dans l'entrepreneuriat. Disons, la culture entrepreneuriale, parce que ce qui fait, qui fonde une nation, c'est le niveau de dissémination de la culture entrepreneuriale. Quand il fonde une nation en termes d'approche du développement, en termes de perspective de développement, c'est quoi? C'est le niveau de dissémination de la culture entrepreneuriale dans ce pays. Et le niveau de dissémination de la culture entrepreneuriale se mesure à travers 4 piliers. D'accord. Le premier pilier, c'est la vision. On ne crée pas une entreprise par imitation. La vision comme une boussole. La vision est le fondement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Vous faites une prospective, une projection. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre vision? Deuxième élément fondamental, la motivation. Qu'est-ce qui sous-tend cette vision-là? Pourquoi vous voulez y aller? Parce que si vous n'avez pas de la motivation, vous ne pouvez pas vous lever très tôt le matin, vous coucher très tôt le soir. Troisième pilier de cet esprit d'entreprise, la résilience. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, entre guillemets, se cassent le nez. Parce que quand vous faites l'imitation, vous avez vu faire, vous voulez faire, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Dès le premier obstacle, vous vous cassez le nez. Or, l'entrepreneur doit être résilient. C'est quelqu'un qui doit tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il y a une célèbre marque qui fait dans le poulet qu'on appelle poulet grillé aujourd'hui, que je ne donnerai pas pour des besoins de publicité. L'entrepreneur a cogné la porte de 79 banques avec son projet. C'est à la 80e banque qu'il a eu le financement. Si c'était arrêté à la 50e, il n'aurait jamais eu son financement. Il a eu son financement. Il avait déjà plus de 70 ans. Il est devenu milliardaire à 75 ans. Donc, c'est pour vous dire ce qu'il doit avoir comme contenu d'une résilience. Alors, et comment est-ce que vous accompagnez laissez-moi terminer le dernier pilier, parce qu'il faut aussi qu'on soit dans une approche pédagogique. Absolument. Cette semaine de l'entrepreneuriat, c'est aussi une semaine de sensibilisation des jeunes à l'esprit d'entreprise. Le dernier pilier, c'est la connexion, c'est-à-dire le réseau. Mais pas au sens péjoratif qu'on attend au quartier, j'ai le réseau de ci, j'ai le réseau de ça. C'est un réseau parce que l'entrepreneur doit lire son environnement. Il doit pouvoir savoir qu'est-ce qui peut lui être utile dans le cadre d'une mutualisation des capacités, des activités et des compétences. Et lorsqu'il a regardé tout ça, il va tirer le meilleur de ces gens, ils vont se mettre ensemble. Parce que très souvent, on dit chez nous, quand vous allez seul, vous allez très vite, mais quand vous allez ensemble, vous allez plus loin. Voilà les 4 piliers qui doivent caractériser un entrepreneur et qui fait en sorte que si on a
un entrepreneur, 2, 3, 4. Et c'est le nombre total qui fait le niveau de dissémination de la culture d'entreprise. C'est cette masse critique-là qui porte tout développement durable, ce qu'on appelle Sustainable Development en anglais. C'est ça qui porte ça. Et c'est ça qui est la voie royale pour que notre pays atteigne l'émergence en 2035. Et avant d'atteindre l'émergence en 2035, il y a la boussole économique, la SND 30. Effectivement. Il faut qu'en 2030, au moins, que le Cameroun soit sur les rails de l'industrie, que ce soit un pays industrialisé. Et le Cameroun actuellement est, ou alors compte davantage sur les petites et moyennes entreprises. Quels sont les leviers que le ministère, votre ministère de tutelle, le ministère des petites et moyennes entreprises, déploie à l'effet de ce que d'ici 9 ans, ces petites entreprises, ou ces petites et moyennes entreprises, ces petites et moyennes industries, changent de dénomination et deviennent de véritables mastodontes, des champions de la sous-région? Déjà, vous n'avez pas la SND 30. La SND 30 a défini 4 secteurs prioritaires pour le développement, parmi lesquels le secteur industrie-service. Le secteur industrie-service dans lequel se retrouve le ministère des petites et moyennes entreprises, des économies sociales et l'artisanat, le ministère de l'industrie, des mines de l'industrie de plan technologique, le ministère du tourisme. Ces secteurs-là, appelés secteur industrie-service, par rapport à SND, doit apporter au Cameroun 80% de la croissance. 80%. Ça veut dire que c'est le secteur par excellence qui doit permettre que notre pays atteigne l'émergence en 2030. Et par rapport à ça, chacun des départements ministériels, tout au moins dans le cas de l'industrie, un certain nombre d'indicateurs ont été envisagés. Pour le moment, les petites et moyennes entreprises contribuent à peu près à 20% de la croissance. Il faut seulement dans le secteur des PME que nous ayons un taux de 35% pour la croissance. Et nous devons aussi pouvoir passer à un taux d'industrialisation qui puisse permettre que nous puissions avoir la masse critique pour se développer. Par rapport à tous ces défis-là, nous avons un certain nombre de leviers. Il y a d'abord des leviers d'ordre juridique. Vous savez que toute définition de politique publique commence par le cadrage juridique. Nous avons beaucoup d'instruments juridiques pour accompagner la création des richesses, notamment la promotion du secteur privé. Oui. Tout commence par la charte des investissements des années 2000. La charte des investissements qui a permis au Cameroun d'affirmer sa politique en matière d'accompagnement du secteur privé. C'est quoi? C'est un État régulateur, un État incitateur et un État facilitateur. Voilà les 3 leviers fixés dans le cadre de la charte. Et vous allez voir que tout décline de cette charte de 2002. Incitateur, régulateur, facilitateur. Incitateur et facilitateur, ça m'intéresse davantage. Et la loi, il y a une nouvelle loi qui dispose que les activités économiques, les activités d'entreprise au Cameroun, quelqu'un qui veut créer son entreprise, a priori est exonéré de certaines lois. Ça rentre dans le volet, dans l'indice de facilitation de la création d'emplois au Cameroun. Mais cette exonération ne porte pas sur les impôts. Si on prend par exemple la jouissance du local, il y a l'obligation d'enregistrement du loyer, le contrat, ce qu'on appelle contrat de bail. Si vous, par exemple, vous avez un loyer de 100 000 francs, vous devez payer 10% du loyer annuel. Il y a le précompte sur le loyer autour de 15%. Et pour un loyer de 100 000 francs, justement, à la création, vous pourrez vous retrouver après 300 000 francs, voire 400 000 francs CFA. Ce n'est pas à la portée du Camerounais moyen, n'est-ce pas? Non, déjà, je vais vous dire, parlant de création, depuis 2010, on a mis sur pied le centre de formalité de création d'entreprise, qui est un guichet unique de création d'entreprise. Qui regroupe toutes les administrations. Toutes les administrations qui interviennent. Et aujourd'hui, et en 72 heures, vous avez votre entreprise. Première chose. Deuxième chose, au début, effectivement, il y avait tous ces problèmes de pays d'enregistrement à la création d'entreprise, mais le ministère des petites et moyennes entreprises a obtenu
une réforme dans ce sens, parce que ça a été l'un de nos chevaux de bataille, c'est-à-dire que nous devions défiscaliser la création d'entreprise, ce qui est un fait réel aujourd'hui. Aujourd'hui, pour créer votre entreprise, vous n'avez pas besoin d'avoir le bail. Avant, c'était exigible. Aujourd'hui, vous avez juste votre carte d'identité, vous payez les frais d'enregistrement pour une entreprise, un établissement, ce qu'on appelle établissement de manière vulgaire, ce qui est une entreprise individuelle, c'est 41 500. Et en 48 heures, 72 heures, vous avez votre entreprise. Nous sommes allés plus loin avec les actes uniformes OHADA, notamment sur le recours optionnel chez le notaire. Avant, pour créer une SAL, Société Anonyme à Responsabilité Limitée, le recours au notaire était obligatoire. Nous sommes allés avec la mise en place des actes uniformes OHADA et la nationalisation de la disposition qui laissait libre cours aux États de maintenir ou non le recours au notaire. On a pris une loi aujourd'hui qui rend optionnel ce recours-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en moins de 100 000 francs, vous avez votre SARL en 72 heures. Ça, ce sont des mesures de facilitation où vous n'avez aucun élément fiscal à payer. C'est après maintenant que vous pouvez aller vous enregistrer et faire autre chose. Mais vous avez déjà l'existence juridique de votre entreprise avec la carte de contribuable qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le numéro d'identifiant unique. Vous avez le registre de commerce qui est l'acte de naissance de l'entreprise. Et puis vous avez toutes les autres facilités. Ça, c'est deux. Et puis vous parlez aussi de la loi des incitations. Non, aujourd'hui, à la suite justement de l'achat des investissements, il y a la loi de 2013 portant incitation à l'investissement privé au Cameroun. Pendant 5 ans, vous avez toutes les exonérations nécessaires, que ce soit en termes de douane, que ce soit en termes d'impôts, y compris les droits d'enregistrement des baux. C'est-à-dire ça suppose zéro impôt pendant 5 ans. Il suffit que vous ayez accès à ce statut-là qui n'est qu'un agrément que vous signez. Si c'est une petite et moyenne entreprise, c'est l'agent de petite et moyenne entreprise qui signe l'agrément. Si c'est une grande entreprise, c'est l'agent de promotion des investissements. La signature, elle est gratuite pour obtenir... Elle est gratuite. C'est un processus d'accompagnement parce qu'il faut qu'on se rende compte de ce que vous voulez faire. Oui. Si derrière, il y a des choses évidentes en termes de création d'emplois et de richesse, vous accédez à ce statut-là et on vous signe votre convention. Ça a même été une fois de plus, j'allais dire, simplifié, puisqu'aujourd'hui c'est le directeur général de l'agence de promotion des PME qui signe pour ce qui concerne les PME, et c'est madame le directeur général de l'agence de promotion des investissements qui signe pour ce qui concerne ce qu'on appelle les IDO, les investissements directs étrangers qui arrivent chez nous. Je vais insister sur le volet financier qui reste ce qui semble pour vous être un refrain. À quand au Cameroun une procédure de remboursement des crédits contractés à la banque pour créer une entreprise sur un long terme, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, les banques au Cameroun, que ce soit les banques commerciales ou la banque camerounaise de la petite et moyenne entreprise, les échéances sont relativement courtes et ça ne facilite pas la maturation d'une entreprise qui est encore en train de se chercher, qui cherche encore ses repères. Au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana par exemple, c'est 3 ans, 400, 10 ans pour les remboursements à des taux vraiment concurrentiels de l'ordre de 3, 4, 5%. Au Cameroun, on est un peu au-delà. On peut quand même copier cet exemple qui marche ailleurs, non? Nous avons des dispositifs. Déjà, les banques commerciales ne sont pas des banques de développement, bien que certaines d'entre elles fassent beaucoup d'efforts. Je ne les citerai pas. Il y a des banques qui ont des centres d'accompagnement des PME en leur sein. Il y a des banques qui ont des directions des PME en leur sein. Parce qu'elles veulent sortir du créneau habituel du financement des petites opérations pour aller vers l'accompagnement de l'entreprise. Mais par rapport à ça, vous avez si bien parlé de la banque des PME qui a été créée justement comme une banque de développement des PME pour accompagner les PME, qui est en train de faire ses preuves malgré quelques difficultés qu'elle rencontre. Mais pour corriger tout ça, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et l'artisanat a activé un autre levier qui est presque révolutionnaire. C'est de faire appel à la coopération financière internationale à travers des lignes de crédit. Aujourd'hui, par exemple, nous avons, avec les accords avec la Banque européenne d'investissement,
des lignes. Au moment où je vous parle, il y a 30 milliards de lignes de crédit mises à la disposition des PME et qui n'attendent que des preneurs. Oui, Ça, on a le réflexe d'aller à l'international chercher de l'argent, mais sur place quand même, il y a une rengaine, la surliquidité bancaire. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous vous appuyez peut-être sur les législateurs afin qu'il y ait une loi qui obligerait, entre guillemets, ces banques qui étouffent sous des billets de banque pour que les entreprises camerounaises puissent être financées? Pourquoi toujours recourir on a recours justement pour corriger les difficultés qu'on rencontre. Je voudrais finir sur cette ligne en disant qu'à côté de ça, nous avons aussi la Banque islamique de développement qui vient de mettre à notre disposition un accompagnement de 54 milliards, dont 14 premiers milliards sont disponibles. La convention est signée. Nous sommes dans l'opérationnalisation du dispositif qui doit permettre que d'ici décembre, ce crédit soit disponible. Pour revenir aux banques, les banques sont des entreprises, qui sont des entreprises privées qui ont un business model. Leur business model, c'est de se faire de l'argent, comme toute entreprise, de manière générale. Mais l'État coiffe tout le monde, que ce soit l'État coiffe, mais l'État est régulateur. L'État n'est pas interventionniste au sens premier du terme. Ces banques sont des propriétés des opérateurs privés qui obéissent à un canevas de règles, notamment celles édictées par la COBAC et la Commission bancaire d'Afrique centrale. Deuxième élément plus technique. Vous parlez de surliquidité, mais la surliquidité des banques est apparente, puisque ce sont des dépôts à vue. Ce sont des dépôts à vue. Lorsque vous avez un projet d'ici la fin d'année de vous acheter un véhicule, vous prenez de l'argent dans une tontine, c'est votre tour, vous avez bouffé la tontine, comme on le dit de manière prosaïque. Vous voulez dépenser votre argent dans 3 mois, vous avez bouffé une tontine de 5 millions. Vous faites quoi? Vous déposez dans la banque. Mais vous savez qu'en décembre, vous retirez les 5 millions pour acheter votre véhicule. Mais si la banque prend ça pour financer une entreprise qui va rembourser dans 3 ans, dans 4 ans, lorsque vous viendrez en décembre pour prendre votre argent, pour acheter votre véhicule, vous n'aurez pas cet argent. Et la banque aura des difficultés, la COBAC va frapper sur les doigts. Donc c'est un problème de business model. Ça veut dire que ces banques-là sont des banques commerciales. Et la surliquidité, ce sont des surliquidités, des dépôts à vue, comme on le dit. Quelqu'un dépose ce que je vais utiliser dans tel mois, tel jour. Et elles ne peuvent faire que des crédits à très court terme. Maintenant, pour faire dans l'accompagnement, c'est pour ça que l'État a pris ses responsabilités de créer la banque des Camerounais des petites et bonnes banques, qui est une banque étatique à 100%. Et à côté, nous négocions donc des lignes de crédit qui, cette fois-là, doivent obéir à une démarche d'accompagnement à long terme. Et c'est pour ça que, compte tenu de ce que nos ressources en interne ne peuvent pas nous permettre de faire face à tous ces défis, nous tendons la main vers la coopération technique, financière, qui nous apporte cet accompagnement-là. Et je peux vous dire qu'en matière de financement, l'horizon des PME d'ici l'année prochaine sera totalement dégagé. Parce que c'est un problème aussi de culture. En matière d'entreprise, il ne faut pas que les gens tendent la main aux subventions tout le temps. Parce que la subvention vous rend paresseux. On a parlé de la résilience. Si on vous fait un don, vous ne faites pas d'effort. Mais si vous prenez un crédit, vous avez l'obligation, ça vous permet de vous surpasser. Un entrepreneur qui va aller loin doit préférer les crédits. Nous avons parlé tout à l'heure, Joseph Tiana, de la difficulté des PME à rembourser les crédits. Les PME camerounaises sont pour la plupart des sous-traitants des grandes entreprises, des multinationales, qui, après un service rendu, après une prestation, sont payés 40, 60, 100 jours plus tard, sur des mois. Et ça contribue à pénaliser la PME qui n'a déjà pas assez de ressources. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'une loi soit prise au niveau de l'Assemblée nationale pour imposer un temps de paiement après prestation? Il y a des délais légaux de paiement, prévus même par le Code des marchés et autres. Mais qui ne sont pas toujours respectés. Bon, maintenant, entre la règle et le respect des règles, il y a parfois un écart. Et c'est ça dont le rôle de l'État régulateur, de veiller à ce que ces normes soient respectées. Par contre,
concernant spécifiquement la sous-traitance, vous savez que le Cameroun est l'un des pays, le seul pays d'Afrique subsaharienne à disposer d'une bourse de sous-traitance qui est d'émanation étatique. La plupart des bourses de sous-traitance sont issues du secteur privé. Nous avons créé une bourse de sous-traitance pour permettre justement de réguler et de fluidifier la relation entre les donneurs d'ordre, que sont les grandes entreprises, et les sous-traitants, que sont les PME. Mais là, nous sommes en train d'aller plus loin. Vous avez parlé justement de la loi. Nous sommes en train d'élaborer, et c'est dans notre plan d'action que nous sommes en train d'élaborer pour 2022, une loi sur la sous-traitance qui va, entre autres, réguler non seulement la prise en compte des entreprises camerounaises, ce qu'on pourrait appeler la préférence nationale, dans le cadre des grands travaux, des grands contrats qu'on donne généralement aux multinationales, mais qui va, entre autres, aussi adresser des questions des délais de paiement en étant un instrument supplémentaire sur le cadre légal et juridique existant. Pour conquérir les grands marchés, généralement, on entend les sous-traitants camerounais, les promoteurs des PME camerounais se plaindre de ce que les multinationales ou alors les entreprises étrangères viennent leur damer le pion sur les projets de développement au Cameroun. Dans le cahier de charges, on vous demande d'avoir une certaine aisance financière qui n'est pas toujours à leur portée. Où en est le ministère qui est le vôtre dans le processus de la co-traitance? Encourager les PME par exemple à se mettre ensemble. La co-traitance est déjà prévue par le Code des marchés publics. C'est prévu. Ça veut dire que c'est pour ça que vous avez de plus en plus... Sa matérialisation est à quel niveau? C'est effectif. Vous avez aujourd'hui de plus en plus des marchés sous forme de lots. Lot 1, lot 2, lot 3. Vous pouvez vous mettre ensemble et vous faites une offre commune. Ça, la co-traitance existe. C'est-à-dire c'est de mettre ensemble pour postuler à une seule commande qui peut être un marché public. Bon, maintenant, la sous-traitance, par contre, c'est ça que nous sommes en train de vouloir réglementer. Aujourd'hui, il y a une instruction qui fixe à 30% le quota des PME dans un grand marché. C'est une instruction, mais ça n'a pas une force juridique au niveau de la loi. C'est 30%. Ça veut dire normalement dans un marché, je prends par exemple la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. Les PME dans ce dispositif-là doivent avoir 30% des activités à mener. D'accord. Et la structure qui gagne ce marché doit mener 70%. Ça, c'est ce que l'instruction prévoit. Maintenant, compte tenu de ce que la nature juridique de l'instruction ne lui donne pas une force coercitive nécessaire, on est donc en train d'élever le niveau en passant à une loi. Par ailleurs, l'autre problème de la sous-traitance, le reproche qui est généralement fait par les grandes entreprises, c'est le niveau des PME à satisfaire aux conditions techniques, à remplir le cahier de charges. Et vous savez très bien que le cahier de charges, c'est signé par la grande entreprise pour un certain nombre de choses. D'où l'exigence de revoir les curricula au niveau de la mise que notre main-d'œuvre puisse pouvoir répondre à la demande des grandes entreprises. La main-d'œuvre d'une part, mais la mise à niveau des entreprises d'autre part. D'où le dispositif d'accompagnement technique qui est déployé, notamment par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, à travers son bras séculier, qui est l'agence de promotion des PME, qui ne s'occupe que de l'accompagnement technique des entreprises, et un autre dispositif qui est logé au MINEPA, qui est le bureau de mise à niveau, qui sont des structures d'accompagnement et de renforcement des capacités pour que les PME aient cette capacitation. Il y a un autre levier, on a parlé de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, mais la Banque agricole, elle attend aussi les agriculteurs. La Banque agricole, ça fait partie des orientations gouvernementales, mais il faut aussi que vous sachiez que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, on a préféré d'abord mettre sur pied, implémenter la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, laquelle banque aujourd'hui bénéficie de tout un guichet agricole qui a été implémenté avec l'appui notamment de la coopération internationale, l'Agence française de développement, dans le cadre du programme Transfagri, pour mettre sur pied ce guichet-là. Donc je crois qu'en temps normal, le problème fondamental n'est pas tant le secteur qui doit être financé, mais les ressources nécessaires au financement des différents secteurs. Puisque nous parlons justement de l'agriculture, 16,3% de terres arables au Cameroun,
sont exploitées. Quelles sont les politiques mises sur pied par votre département ministériel pour faciliter l'accès au foncier? Ça reste un épineux problème. Quand on est à Douala, à Bafoussam, à Yaoundé, on a l'impression que le Cameroun est saturé, mais quand on prend les grands axes, les routes nationales, il y a des étendues à perte de vue qui ne sont pas exploitées, mais qui n'attendent qu'à être exploitées et que peut-être les entreprises soient délocalisées pour faire vivre ces localités-là. Ce que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale a fait en matière d'accès au foncier, c'est un travail de lobbying. Un travail de lobbying auprès des autres départements ministériels en charge direct de ces questions, notamment le ministère du Domaine et des Affaires foncières. Mais aussi le gouvernement dans son ensemble, à travers notamment le Cameroun Business Forum. Mais l'ensemble des acteurs de la facilitation de la création d'entreprises ensemble pour arrêter un certain nombre d'orientations. Dans le cas du CBF, des orientations étaient données, notamment Cameroun Business Forum. Voilà, pour que cela puisse permettre que l'accès soit plus facile. Ils sont aujourd'hui en train de faire déjà l'informatisation de ce dispositif. Donc, nous encourageons parce qu'effectivement, s'il faut créer des entreprises, il faut de l'espace. Mais nous mettons aussi plus d'accent au-delà de l'espace en tant que tel sur la transformation. Parce que c'est là où on crée de la valeur. Transformation. Sans vous couper, nous allons vous permettre de suivre ce reportage qui a été réalisé sur la transformation des déchets au Cameroun. C'est un potentiel, même si ces déchets nous empestent le paysage urbain et même rural au Cameroun. Reportage. Douala, c'est 1500 tonnes de déchets collectés par jour. Surtout qu'on a deux types de déchets. Il y a les déchets solides, donc papier, carton, plastique, aluminium. Ça se fait quand même déjà à peu près, même si c'est insuffisant encore. Mais il y a surtout les déchets organiques qui aujourd'hui sont pour la large majorité enfouis. Dans la ville, des structures de recyclage voient le jour, mais peinent à sauver la cité économique de la saleté. On fait de la collecte, de la valorisation des déchets. Comme nous collectons des déchets post-usine, mais aussi post-consommation, mais nous récupérons tout ce qui est dans les drains, toutes les bouteilles qui provoquent des inondations. Si le plastique est recyclé, les déchets organiques sont quant à eux valorisés à faible échelle. Un savon de toilette qui est produit à base des épluchures de nos aliments, dont le macabo, les pommes de terre et du manioc. Nous avons aussi du compost qui a été produit sur une période de temps vraiment réduite, à moins d'un mois. Nous avons produit du compost à partir des résidus de cuisine. Le Cameroun, face aux ordures, dispose de politiques à même de vaincre la menace. Le fait d'avoir une seule société qui a le monopole et qui, à mon avis, ne peut pas tout couvrir, c'est pas possible. Mais il y a aussi qu'il ne suffit pas d'avoir 5 entreprises, si vous voulez, qui récupèrent les déchets et qui les enfouissent. Il faut aussi pouvoir les traiter. Et c'est là que les infrastructures sont à mettre en place. Les acteurs de la protection de l'environnement préconisent entre-temps la gestion de proximité des ordures qui encourage le tri et le traitement des déchets organiques dans les foyers. Économie circulaire, n'est-ce pas? Effectivement. Et vivement cette culture au Cameroun, qu'on sache que ce qui est représenté comme une ordure à gauche peut être un bien demain. Et c'est d'ailleurs le vœu du GICAM. Si je cite davantage le GICAM, c'est parce que de plus en plus, nous sommes dans un contexte de crise et la semaine mondiale de l'entrepreneuriat que le Cameroun est en train de célébrer a accentué le thème sur la capacitation des entreprises dans un contexte de crise. Nous allons tout de suite nous rendre juste à côté en République de la Guinée équatoriale où on a observé cette semaine un rejet de plusieurs dizaines de plus des Camerounais dans des conditions que certains ont jugées inhumaines et même l'indignation qui a été vécue ici au Cameroun. Reportage. L'interpellation des ressortissants africains, parmi lesquels les Camerounais en Guinée équatoriale, il y a quelques jours, traduit la fébrilité des relations entre les pays de la sous-région Afrique centrale.
Une tache rouge sur la libre circulation des personnes et des biens. Il faut faire tomber les barrières. Il faut la libre circulation des personnes et des biens afin que nous puissions entrer dans la concurrence internationale. Malgré la législation et tous les actes que les différents États ont eu à accepter, nous ne comprenons pas toujours pourquoi la Guinée équatoriale et le Gabon insistent pour qu'il y ait toujours des barrières dans notre sous-région CEMAC. Pour justifier cet autre refoulement des étrangers en terre équato-guinéenne, les autorités locales parlent d'étrangers en situation irrégulière dans le pays. Les réunions de sensibilisation et d'information avaient été organisées dans ce sens en août de cette année. Et le 1er novembre, les autorités ont décidé de lancer la vérification des papiers. Il se trouve que des Camerounais sont concernés. Il se trouve qu'ils ont certainement été l'objet de maltraitance. Nous regrettons cela. Il se trouve que certains ont été rapatriés, manu militari. Nous le regrettons également. Mais dans l'ensemble, si on s'en tient à l'ambassade du Cameroun en Guinée équatoriale, c'est une opération normale de vérification de papiers. Il est temps que les contingences administratives et politiques soient définitivement levées pour que cet espace migratoire fluide en zone CEMAC tant vanté soit effective et appliquée par tous les États signataires sans aucune exception. Tout commence par l'interpellation des étrangers en Guinée équatoriale, parmi lesquels de nombreux Camerounais. Ce qui amène l'ambassadeur Jean-Claude Owono Mengele à faire des précisions. Dans un communiqué, le diplomate rappelle que les compatriotes sont retenus à Bata et Malabo et déclare avoir saisi les autorités équato-guinéennes pour avoir ample information. Mais curieusement, les interpellés sont rapatriés dans les différents pays. Ils arrivent par vagues à Campo dans le sud pour les uns et dans le sud-ouest pour les autres en ce qui concerne les Camerounais. Les autorités de Malabo justifient cette opération par le fait que les victimes de rapatriement résident illégalement en Guinée équatoriale, sans passeport ou titre de voyage, en violation de la législation sur l'immigration dans ce pays. Toute chose qui, selon Malabo, est similaire à celle adoptée par d'autres pays dans des conditions similaires. Un fait qui n'est pas nouveau, puisqu'à plusieurs reprises, la frontière a été fermée et les étrangers interpellés, puis rapatriés pour absence de titre de séjour. Les nouvelles qui viennent de Malabo et Bata en Guinée équatoriale laissent croire que des milliers de personnes sont retenues dans des cellules et autres espaces aménagés pour la cause, même si les autorités consulaires du Cameroun en Guinée équatoriale appellent les résidents au calme. Zone de libre circulation des personnes et des biens. En Afrique de l'Ouest, par exemple, qui a un potentiel économique élevé par rapport à celui de la sous-région Afrique centrale, on circule, on va de la Côte d'Ivoire au Ghana, au Nigeria, ça circule sans problème. Pourquoi en sous-région Afrique centrale, il y a encore ce blocus? Et on remarque que le Cameroun est une terre d'accueil de tout le monde, on peut le dire ainsi. Je n'ai jamais assisté à une bousculade d'un étranger ou à ce type d'interpellation. Pourquoi ça coince malgré la politique de la libre circulation des personnes et des biens tant vantée par nos chefs d'État lors des différents sommets? Bon, la libre circulation des hommes et des biens est pourtant consacrée par l'ensemble des textes, que ce soit depuis l'EDR jusqu'à la CEMAC aujourd'hui. Et c'est même encore en train d'aller plus loin avec l'adoption de la zone de libre-échange économique africaine qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Donc c'est pour dire que la voie de l'avenir, c'est la voie de l'intégration. Aujourd'hui, les pays se regroupent, l'Union européenne, les États-Unis, on parle aujourd'hui des grands blocs. Et l'Afrique a intérêt à faire bloc si l'Afrique doit avancer. Donc nous pensons que ces difficultés qui continuent à être observées sont conjoncturelles et que la réalité va s'imposer à tout le monde. Est-il possible pour la Guinée équatoriale de vivre en autarcie qui tout le temps... Il n'est possible pour aucun pays de vivre en autarcie.
parce que si vous vous enfermez, vous mourrez. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est pour ça qu'on parle de la zone de libre-échange continentale, c'est-à-dire on veut aller déjà au-delà des zones économiques habituellement connues, CEDEAO, CEMAC et ADNECA pour l'Afrique australe. Non, on va aller maintenant vers un grand ensemble, parce que c'est dans ce grand ensemble-là qu'on va pouvoir concurrencer les grands blocs, que ce soit l'Union européenne ou les États-Unis ou la Chine, qui est en lui-même un pays continent. Donc il faut que ces situations-là, ma foi, je pense que la réalité va s'imposer d'elle-même et que on rendra l'évidence qu'il faut aller vers ça. Répondez-vous à ceux qui pensent que les autorités camerounaises sont assez tendres, sont assez souples vis-à-vis de ce voisin qui est certainement riche en termes de potentiel financier, mais qui, en termes de ressources naturelles, en termes de ressources humaines, ne fait pas le poids devant le Cameroun? Non, nous avons une diplomatie qui est une diplomatie conduite par le chef de l'État dans son style. Ce n'est pas quelque chose... il a son style qui fait déjà le Cameroun un havre de paix pour tous ces pays qui sont nos voisins, et puis qui centralise aussi aujourd'hui en termes de potentialité. Le Cameroun aujourd'hui est un peu la tête de proue de tous ces pays qui sont autour. On totalise quand même 40% du PIB de la sous-région. Voilà, donc nous pensons que nous avons cet objectif de leadership qui est plus important que des particularismes. Donc nous pensons que c'est la voie. Il vaut mieux, quand vous êtes un leader, vous tirez toute la locomotive, on doit laisser personne derrière. À force de torturer votre enfant, à force de torturer un enfant, parfois on a l'impression que si le père ne dit rien, c'est un silence complice, ou alors il ne se sent pas sensible de la souffrance que l'enfant est en train d'éprouver. Ce sont des réactions que nous avons enregistrées ça et là lorsque cet incident de plus et de trop est survenu du côté de la Guinée équatoriale, et dont les citoyens camerounais qui sont réputés d'être des personnes sociables, des personnes solidaires de la cause des autres, sont très souvent refoulés et maltraités de façon inhumaine. Messieurs, Joseph Tiana, ce sera la fin de ce programme. Nous avons été très heureux de le présenter en votre compagnie. Nous vous disons merci d'avoir fait le déplacement de Yaoundé pour commenter l'actualité de la semaine sur Canal 2 International. C'est moi qui vous remercie, madame, et heureux d'avoir été des vôtres ce matin. À très bientôt, chers téléspectateurs. Comme il est de tradition, nous avons été davantage heureux de vous savoir, toujours plus nombreux à témoigner votre fidélité à ce programme hebdomadaire qui revient sur les faits majeurs de la semaine au Cameroun et à l'étranger. La rediffusion de ce programme, ce sera demain à 9h. Et dimanche prochain, nous serons à nouveau des vôtres avec le même plaisir. Restez des nôtres.